n'a pas pu les retourner chez lui à Boumé. Il a fait tout pour secourir les amis qui avaient le droit de sa fille qu'on appelle Nandézé, une fois elle est venue ici, elle renseigne son papa sur les véritables pouvoirs du Mida. Donc en 1727, le roi d'Aboumé a attaqué le roi de Mida. Et c'est de là, tous ceux qui sont victimes de razzias sont vendus comme esclaves à la place où c'est là, on les vendait. Un exemple, quand les Européens donnaient un canon, ça vaut de 7 à 15 hommes ou bien 21 femmes à la place aux enchères. Aujourd'hui, les gens ils ont mis la place Tchacha, ça n'a pas son importance. Si nous pouvons parler en bref l'histoire de Tchacha, c'est un écrivain. D'abord, il est né au Brésil en 1754. Il est venu au Dahomey en tant que commandant portugais. Lui, il a démissionné. Il est venu chez lui. Il est revenu seul avec son propre bateau pour faire le commerce. Ce qui a touché le roi d'Aboumé, qu'on appelle la dame. Il a mis en prison. Vous le savez, jusqu'au roi est juteux. Le trône est juteux à l'époque. Le frère du roi, qu'on appelle Gatoué à l'époque, veut le trône. Il a aidé Francisco à fuir la prison. Ils ont organisé son évasion. Et là, le monsieur a fui, s'est réfugié à Nekha au Togo. Ils ont fait le coup d'État pour le roi d'Angozi. Le roi a quitté le trône. Le frère est monté sur le trône. Et quand Guézo est monté sur le trône, il a fait appel à Francisco de Souza de venir s'installer là où ils ont mis la place Tchatchala. Et quand le monsieur est venu s'installer, le commerce a été bien entre Guézo et le roi et le monsieur Francisco de Souza. Et c'est de là Guézo a dit, je vais te donner un surnom fort qui va te suivre jusqu'à l'éternité. En te voyant, tu es dynamique comme éléphant, tu es rapide comme éléphant. Donc tcha 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 à Dinakou, il est rapide comme éléphant. Tcha tcha tcha. C'est pour ça qu'il est mort en 1849, on l'a enterré là, sa tombe est là. Et la famille, bon, parce que le roi Guézo l'a nommé premier vice-roi de Ouida. Donc ils ont considéré la famille de Souza comme famille royale. Ils ont commencé par choisir les gens. C'est écrit. Et c'est 4 enfants. 25 garçons, 25 soeurs. Quoi font un peu c'est là, je vais te montrer là. Voilà. Et il faut comprendre, parce que les rois à l'époque, minimum de femmes c'est 41 femmes. Maximum c'est 4000. Donc il s'est comporté comme minimum 41, maximum c'est 4000. Alors, d'ici en Amérique à l'époque, c'est 3 mois de voyage. C'était des bateaux à voile. Il faut 12 ans semaines sur la. Donc les premiers esclaves qui sont partis, ils ont constaté qu'à peine sur 130% arrivent à la destination. Donc c'est une perte pour les acheteurs. Et ils ont dû créer cette classe-là pour pouvoir tester les esclaves. Et nos aïeux sont gardés là dans des conditions très misérables. Même on les donne à peine une fois tous les 2 jours à manger. Tous les besoins intimes se faisaient dans la cascade. Uriner, chier, c'est suffisant. Ils sont enchaînés. Ils ne peuvent même pas bouger pour les 2 semaines. Et après les 2 semaines, ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Les malades et les fatigués, on les enterre tous vivants. Dans la fosse. C'est ça qui est considéré la 4e étape. La fosse commune. Les malades, les fatigués, ceux qu'on a qualifiés d'agonisants, qui ne peuvent plus contrôler le trajet, on ne peut pas les laisser rentrer. Il dit si on les laissait rentrer, ils peuvent dévoiler le secret. Ils peuvent dire ce qui se passe. Parce que si nous prenons la route, les esclaves qui quittent Aboumé, l'homme du jour peut connaître, il passe par Kenta, à Wansougon, à Kiza, prenant, mais dans la nuit, ou bien là où le soleil est au zénith, si quelqu'un hasarde à les croiser, il est capturé. Donc si on laissait les malades par exemple, ils rentraient, ils peuvent dévoiler ce qui se passe. Là ça peut créer des révoltes. Je dis bien des révoltes parce que si nous parlons des esclaves aujourd'hui, pour attraper un esclave, il faut au moins tuer 2 ou bien 3. Parce que c'est pas facile d'aller attraper seul pour partir. Donc, si les gens sont au courant de ce qui se passe, ils peuvent révolter plus. Vous voyez? Donc, on impose que les gens ne peuvent pas retourner chez eux. On les enterre tous vivants. Donc, il n'y a pas de faux malades. Après ça, maintenant, la 5e étape, c'est un arbre. C'est l'arbre témoin de l'esclavage, qu'on appelle l'arbre de l'oubli et l'arbre de retour. Donc, tous les esclaves qui quittaient la case, on les obligeait à faire la dernière cérémonie, ce qui consiste à faire le tour d'un arbre 3 fois chacun, quel que soit le sexe. Les hommes 3 fois, les femmes aussi 3 fois. Donc, pourquoi l'arbre? Parce que la croyance nous amène toujours à dire que l'esprit africain ne meurt pas. Nos aïeux vont mourir là-bas, même leurs esprits vont revenir. Donc le roi a pris parmi tant d'esclaves le plus géant, il a enterré vivant. Il a planté là sur leur tombe. Donc une fois que les esclaves tournent, leurs esprits sont en contact avec l'esprit de l'homme qui a été enterré. Donc ils ont un attachement spirituel sur leur terre. Cela les permettra quand ils vont mourir là-bas, les esprits vont revenir. Donc le retour, c'est le retour mystique et non le retour physique. Et c'est après ça que nous avons la porte. Mais en réalité, ils n'avaient pas la porte. Donc regardez par terre, vous avez une flèche. Vous voyez la flèche ici. C'est-à-dire, une fois que nous avions venu à la plage ici, ils foulaient pour la dernière fois le sol de l'Afrique. Ils ne revenaient pas. C'est pour ça qu'on a parlé de la porte du non-retour.
Donc quand ils traversaient, la plage ici, c'est fini. Mais comment l'embarquement se fait? Parce qu'il n'y a pas un quai. Vous savez, quai, là où les bateaux peuvent s'accoster. Il n'y a pas ça à Ouida. Qu'est-ce qui se passait? Les bateaux sont au large de la plage, c'est-à-dire au fond. Et on devait mettre nos aïeux dans des petites pirogues, dans des petits chalots. Mais ce qui est grave, imaginez les aïeux qui venaient du centre du Bénin, au nord du Bénin, qui n'ont jamais vu l'océan. On voit l'océan, le ciel à l'horizon comme ça. Ils se demandaient, les gens nous ont attrapés pour nous mettre dans l'eau. Il n'y a pas d'autre pays. Je préférais mourir sur ma terre natale que de mourir dans le sable, comme ça pour mourir. Ou bien ils avalaient leur propre langue. Une technique d'avaler leur propre langue pour mourir sur le terre natale que de mourir dans l'eau. Ou bien dans des petites pirogues maintenant. Vous savez, les pirogues s'agitent. Si les pirogues font du mouvement, les gens ont peur. Si quelqu'un fait un mouvement de tomber dans l'eau, il entraîne les 6 autres. Donc ça arrivait même que les petites pirogues se vidaient même à mi-chemin. Donc comment ça? Vous les voyez de dos, ils se dirigent vers le bateau. C'est ça qu'on appelle la porte du non-retour physique. Tout à l'heure, on va traverser pour voir la porte du retour spirituel. Mais regardez à l'extrémité de la porte. Nous avons les statues 3-3 debout. C'est la forme de nos aïeux qui prenaient à l'époque. C'est des hommes oui, parce qu'ils sont des gens résistants comparés à ce bois-là. C'est pour ça qu'ils sont représentés comme troncs d'arbre. Là, c'est les hommes. Ici, c'est les femmes en plus un enfant. Et si je parle des enfants, les gens croyaient qu'on vendait les enfants. Où l'acheteur, on les donnait comme des cadeaux. Même dans les bateaux, les enfants sont séparés. Les parents sont séparés. Et comment ça se passe? On obligeait les hommes à coucher sur le ventre comme ça. Les femmes couchaient sur le dos. On va avancer. Très intéressant. Regardez bien, nous avons une femme et un homme en général. Pourquoi cette position? Je vous ai parlé de 5 pays qui sont venus ici pour acheter nos aïeux. Nous avons les Portugais, les Français, les Anglais, les Danois, les Hollandais. Mais comment chaque pays peut reconnaître sa marchandise à la destination? Dans l'histoire, les premiers détenteurs des bateaux, c'était les Portugais. Ils se sont organisés à avoir des bateaux communs pour mettre les esclaves ensemble. Mais nous sommes 5 venus un marché pour acheter. Mais comment je peux reconnaître parmi tant d'autres mon esclave? Il faut que je donne des tatouages. Donc on les mettait tous ici comme ça en genoux. Les mains liées, même les empêcher de bouger comme ça. Et on met le fer dans le feu, comme les forgerons le font. Le fer rouge à la sortie directement le mot ici. Oh là là. Ce qui fait mal à nos aïeux criaient, ça les fait du mal. Et pour les empêcher, on les bâillonnait la bouche. Vous voyez, les bois comme ça ligotés. Pour les empêcher de crier. Et si nous parlons de la porte du non-retour au Bénin, ce n'est pas seulement les Béninois, vous avez déjà dit. Et pour les empêcher, on peut mettre une esclave Yoruba du Nigeria avec un esclave fond qui ne peut même pas discuter. C'est pour les empêcher de crier. Alors, le monument que vous voyez ici, là, ça a été inauguré en 1995 comme année internationale de la tolérance. Et si vous regardez bien, vous avez écouté un peu l'histoire, vous êtes un peu touché. Et si vous venez sur cette place, en écoutant l'histoire, on a fait la route, j'ai expliqué plus. Et vous êtes touché et vous venez encore, la couleur noire sur la terre rouge, ça peut susciter auto-révolte. C'est pour ça les aînés, surtout Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a épousé vraiment l'idée de Nkrumah, a dit il est important que nous soyons nourris de notre histoire pour empêcher l'amnésie historique. Ils ont mis cette couleur-là. Parce que quand on met la couleur noire, ça peut susciter auto-révolte. Vous voyez la couleur noire sur la terre rouge, vraiment, ça peut toucher le cœur. Donc là, on a mis cette couleur-là, juste pour empêcher l'amnésie historique. Maintenant, on va traverser la porte. Pour voir l'autre côté. Mais j'aimerais que vous gardez un peu le silence pour partager tout petit peu cette couleur avec nos aïeux. Ça peut aller? C'est un bonus. On peut traverser. Donc, en se dirigeant vers le bateau, mais ici ils font face à la mer, après le tour de l'arbre de retour. C'est l'arbre là qui donne 200 à la porte de retour. La porte de retour physique, mais la porte de retour spirituel. Et regardez comment nos aïeux, regardez leur visage. Mais grâce à l'arbre, ils vont mourir là-bas, mais les esprits vont revenir. C'est pour ça que nous avons les deux statues qu'on appelle les revenants, de ce côté. Nous avons 3 hommes avec des bagages sur la tête. C'est pour démontrer réellement la souffrance de nos aïeux. Mais ils sont tous bastonnés du matin au soir, juste pour avoir un rendement donné. Les derniers soupirs mettaient fin à leur travail. C'est la mort qui terminait leur peine. Ils n'ont pas de repos. Même dans la nuit, s'ils n'ont pas terminé ce qu'ils nous ont donné, les lampes sont attachées à leurs pieds. Ils doivent travailler. Parce qu'il y a un rendement qui est destiné à un esclave par jour. Donc ceci, ça démontre réellement leur souffrance. Mais de ce côté, nous avons les 10 doigts en l'air. C'est pour nous parler de la liberté. Officiellement, en 1948, on a prononcé l'abolition par le député français Victor Schweitzer. En Amérique, c'était Abraham Lincoln en 1965. Mais dans toute l'Afrique, dans tout le monde entier, la première personne qui a démarré la lutte, il est originaire la lutte contre l'esclavage, il est originaire du Bénin. Qui les connaît? De la ville d'Alada. C'est lui qui a démarré la première lutte contre l'esclavage. Il a démarré en 1791. Il a gagné en 1796. Et à la longue, le roi Napoléon l'a invité en France, croyant parce qu'il est général dans l'armée.
Il croit qu'on veut le grader, on veut le mettre plus de grade. Et une fois il est allé en France, le roi Napoléon l'a attrapé. Il l'a mis en prison 2 jours en France, en 1902. Et dans des conditions très misérables, le monsieur est mort en 1903. Ce qui a permis aux Haïtiens de se révolter juste pour avoir la liberté en 1904. Haïti est le premier pays noir décolonisé dans le monde, grâce à tous ces ouvertures. Donc hommage à tous ces gens-là pour parler de liberté. Et en bas, vous avez les Tilis. Comment on reconnaît chaque pays, c'est pas les traits. Et ça, c'est les Yoruba du Nigeria. Ils sont les plus importés par les Sénégalais. Parce que le roi faisait la guerre juste à deux pour avoir plus de prisonniers de guerre. Vous voyez? On s'approche de révéler avec l'explication. Alors ici, nous sommes en face des esprits des morts. Ceux qui ont fait la terminale en philosophie, quand on étudie la religion, on parle de la métempsycose. C'est-à-dire l'esprit revient en être humain, animé par des esprits. C'est pour parler de retour des esprits de nos aïeux. Et pourquoi je vous ai amené ici? C'est pour vous montrer la première monnaie utilisée en Afrique. Les coris. On est fiers de dire les coris aujourd'hui. Mais quelle est l'origine des coris? Écoutez bien. Les coris, ça se retrouve dans l'océan Indien. Ça se retrouve par l'Afrique de l'Ouest. Et à l'époque, au début du XVIIIe siècle, les rois décidaient d'avoir une monnaie commune. Les Européens pensaient, qu'est-ce qu'on peut encore amener en Afrique? Que ça soit étrange, comme nous allons voir des miroirs de l'alcool, ils sont contents de faire le commerce avec nous. Et là, il y avait un pot de rassemblement des esclaves à Zanzibar. Zanzibar se trouve en Tanzanie. Et géographiquement, Tanzanie s'est ouvert sur l'océan Indien. Donc quand on fait un rassemblement des esclaves à Zanzibar maintenant, ceux qui sont morts, comme ici, il y a des grandes fosses. On les jetait dans des fosses. Quelques mois après, les corps sont décomposés, les corps sont pourris. Et maintenant, pour aller faire la paix des coris, les Européens vont là-bas chercher les corps qui sont décomposés. Ces corps-là sont attachés. Ils mettent ça dans l'océan comme des appâts. Ça veut dire quoi? La substance des corps décomposés attire les coris. Oui, les poils. C'est comme des esclaves. Quand ils voient ça, ils sont collés pour se nourrir. Les Européens reçoivent ça maintenant dans l'océan et récupèrent tous ces coris. Ils passent maintenant par 4 secondes. La deuxième, ils s'échangent avec quelques dignitaires. Ils vont décider ce qui se passe, ce qui va se passer au public. Et ça se passe là. Et maintenant, il sort par la 3e porte. L'entrée, c'est ce qu'on appelle profane. La sortie, c'est le sacré. Et quand il sort directement, il vient sur le podium là. Regardez bien ce podium. C'est sous forme de cœur. Et c'est là où le roi doit tuer chaque année un animal. La présence du sang, on peut parler avec les esprits. Directement, vous avez des enfants, mais le sperme, c'est là où les esprits sont présents. C'est là où on peut communiquer avec l'esprit. On peut faire des alliances. Et le roi tue l'animal là, il verse le sang et s'agenouille. Et ce qui fait de particulier, demander de pardon. Parce que nous connaissons tous que l'histoire, c'est une faute partagée. L'histoire de l'esclavage, c'est une faute partagée. S'il n'y a pas un vendeur, il n'y a pas acheteur. Nous avons aussi contribué à ça. Et on ne peut que demander du pardon sur ce lieu. Après le pardon, il fait la prière pour la nation en demandant la paix. Donc tous les 10 janvier, c'est là qu'on doit célébrer la fête du bébé. Vous voyez? Donc, après le sacrifice, il y a la prestation des divinités, des adeptes. Vous voyez? Ça, c'est le côté vaudou. On continue le côté esclavage. Et l'arrivée des missionnaires catholiques. Ce monument symbolise l'arrivée des premiers missionnaires catholiques au Dahomey. Les missionnaires catholiques, ils sont 3. Il y a l'italien, l'espagnol, le français. Mais malheureusement, en venant, le français, lui, il est mort au cours du trajet. Son nom, on appelle Louis Hetz. L'italien, c'est Père Borghero. L'espagnol, c'est Père Fernandez. Ils sont venus ici en 1961. Mais quand ils sont venus encore, c'est fraîchement après l'abolition de l'esclavage. Les gens décidaient maintenant de les tuer. Et quand les gens ont décidé, le Père Borghero, lui, il a l'habitude de collaborer avec les Noirs. Quand il a pris l'information, il a découvert le temple de Python, où il a vu le dignitaire du temple. Et le dignitaire les a regardés, les hommes blancs, à l'oreille rouge. Que voulez-vous? Vous êtes là, il dit, c'est pour la parole de Dieu. Si c'est ça, je vous laisse cette place. Vous construisez votre église face à vos temples. Aujourd'hui, quand vous allez au temple de Python, vous allez voir la base de l'église au temple de Python. C'est par ici que les premiers missionnaires ont pris pour rentrer au Dahomey. Et voilà la carte du Bénin, avec l'Esprit Saint qui descend sur le peuple béninois. Vous voyez bien, les hommes noirs sont décorés ici avec leurs cheveux noirs. Mais la porte de retour n'a pas mis la couleur noire. Et des premiers missionnaires catholiques. En 2011, la porte de Dieu est venue 2 fois au Bénin. On a fait 250 ans d'évangélisation. Et on a mis des tentes, des bâches ici pour les évêques de retraite. Voilà l'arrivée des premiers missionnaires. Avant les photos.
sens pas, c'est presque un moi, c'est que c'est sans Moi, mon nom c'est Marc Adjovi. Ici d'abord nous sommes à Ouida, dans un lieu sacré qu'on appelle le temple des Pythons. Quand on parle de Python, le Python ne fait rien à personne. On peut toucher, on peut mettre ça au cou, il n'y a pas de venin pour nous mordre. Le vrai nom de Python c'est Huida Dangbe. Le vrai nom de Python c'est Huida Dangbe. C'est des Français qui ont changé de nom en disant Ouida. Sinon la vie c'est Huida. Donc ici à Ouida, quand on voit les gens qui portent les deux façons sur leur visage, c'est les gens qui adorent le Python dans la vie de Ouida. Comme moi. Deux ici, deux et deux. Deux fois 5, 10. C'est les gens qui adorent le Python dans la vie de Ouida. Parce que le Python c'est un totem pour nous dans notre famille. Donc, il ne fait rien à personne mes amis. Nous sommes devant un arbre sacré qu'on appelle l'arbre Iroko. Lui il est âgé plus de 6 siècles. 600 ans qu'il est là. Iroko c'est des arbres sacrés qui conservent tous les esprits de nos ancêtres. Là maintenant tous les 3 jours à 2 h du matin, le chef du temple vient ici prendre farine de maïs avec huile rouge pour 25 ans de cérémonie devant l'Iroko aussi. Et comme tous les 10 janvier, la fête de Vaudou, on tue encore des moutons, des poulets aussi. On fait un grand cérémonie de Vaudou le 10 janvier, la fête de Vaudou. Si vous faites des vœux maintenant, on prend des pièces, on met ça devant lui, on touche là aussi, on demande des vœux, les vœux sont encore réalisés. Mais pas des vœux négatifs, rien que des vœux positifs. Si quelqu'un demande des vœux négatifs, ça retourne contre la personne. Oui monsieur? Ministre la fois dernière, mais il y a constaté que là, était avec ses branches. Et les ses branches là. Mes amis, ici d'abord, Iroko, avant c'était entouré par des lianes. Les lianes voulaient lui étouffer quoi. Quand on laisse les lianes, ça va tuer vraiment l'Iroko. Vous voyez là maintenant il est déjà mort à moitié. De l'autre côté il est mort, de l'autre côté il est vivant. À cause des lianes. Donc maintenant on a pris les forestiers, mais c'est parce que les lianes de tout arbre là. Ça veut dire que lui c'est un arbre sacré qui a toujours adoré. C'est ça. Adieu. Ils reviennent après, s'ils ne viennent pas, les gens ramènent encore dans le temple. La longueur d'un python c'est 1,50 m. La longueur. Parce que les bois qui est énorme, mais ici il n'y a pas de bois. Les amis, le python n'est pas dangereux pour un être humain. Tout le monde peut prendre ça et garder. Ça ne gêne pas. Moi je vais essayer. Mes amis, attendez. Foncé, il ne fait rien à personne. Il est glacé, on peut toucher pour voir. Il n'y a pas de venin pour nous mordre. Oui. Non, moi, il n'y a pas peur. Moi, il n'y a pas peur. Bravo! Les filles sont fortes. Les filles sont fortes. Wow! C'est bon. Wow! C'est bon. La tête est bien là-bas. Tu vas passer. Tu peux. Non, regarde-moi.
C'est marrant, on ne crie pas, financièrement on va rentrer pour les voir aussi. Aussi. Pas ici dans la brousse parce que d'abord ils prennent des œufs plus encore des enfants dans la brousse. Si les gens prennent un piton, on ramène toujours dans le temps. Alors un piton c'est 1,50 m, pas plus. C'est des bois qui sont très énormes. Le bois est dangereux. Le piton n'est pas dangereux. C'est des pitons royaux. C'est bon mes amis. Merci beaucoup pour votre séjour. Le type, c'est le dotique d'homme Jack Dawson. En fait, Jack Dawson, c'est lui le premier champion du monde poids lourd. L'artiste qui a réalisé ça, on l'appelle Satch Hoyt, il est jamaïcain. La sculpture, il a réalisé par assemblage de petits gants de boxe. Et les œuvres de cet artiste sont souvent accompagnées d'un son, ça vient de citer, ça va reprendre tout à l'heure. Il s'agit là d'un extrait du combat du siècle qui a été joué à Kinshasa. Ce combat qui opposait Mohamed Ali et George Foreman. C'est bon? Ne marchez pas dans la gare. Je suis là, contemporain. C'est ouvert à tout le monde. Nous sommes là, je montre, personne ne monte aussi avec moi. Une sculpture de Michael Bété Sélassié, c'est un artiste sculpteur de l'Éthiopie. Le titre ici, c'est le fou du village. La technique utilisée, c'est le papier mâché. Et ça veut dire quoi? Il s'agit du papier mouillé mélangé avec de la colle. La colle. Voilà. Mais en dessous, il y a c'est un groupe de personnes. Il y en a dans ce groupe qui peut-être veulent prendre le taxi, mais sur la suchard, qui sont dans le doute. Il y en a qui trouvent que c'est beau, d'autres qui craignent la mobilité. Ils voient en même temps le danger. L'artiste, il a dû superposer des bouts de peinture. À l'aide d'un couteau, il est passé au grattage, ensuite avec le stylo correcteur communément appelé le blanco. Il a mis les blancs que vous voyez. Du calme, s'il vous plaît. Nous avons ici un stade de football réalisé par Aston, également béninois, son bras nécessaire du fond. Aston, il fait la musique et l'art classique. Aussi, il est le plus grand récupérateur. Cet artiste, il réalise ses sculptures à base des objets de la récupération. Il dit que c'est une manière pour lui de lutter contre la pollution. Vous allez constater là qu'il y a assez de bouchons. Tout le monde voit ça? Il nous dit simplement que lors des matchs de foot, nous consommons assez de boissons. N'est-ce pas vrai?
Les cartes de recharge que vous voyez là à l'intérieur qui symbolisent la communication. Parce que si on sait qu'il y a match, peut-être demain, on recharge nos portables, on appelle les amis pour se passer les informations sur le match. C'est bon? On peut continuer. C'est le titre de l'œuvre. Qui vivra verra se réaliser par Chief, également béninois, son vrai nom c'est Francis Niquez Chiakbe. Qui vivra verra c'est aussi présenté dans l'exposition Bénin 2059 à Cotonou. Et pourquoi cette exposition? C'est la Fondation d'Histoire en 2009 qui avait demandé à un certain nombre d'artistes de faire une vision du Bénin dans 50 ans et de voir ce qui va se passer dans notre société, le Bénin. Et du coup, Chief a choisi de travailler sur le ZEM de 2059 parce que quand on parle du Bénin à première vue, il s'agit des îles. Tellement l'échappement dégage assez de fumée que cela pollue l'atmosphère. C'est ça, non? Alors, si nous ne savons pas que d'ici 2059, toute l'atmosphère sera polluée et qu'on ne pourra plus respirer de l'air pur. C'est pourquoi le ZEM, il a mis un masque. C'est le masque à gaz. Le passager également, il a mis un masque. C'est un masque à gaz. Le bébé, on lui a envoyé de l'oxygène. Et tout ceci pour qu'il puisse mieux respirer. Vous me comprenez? Tout ce que vous voyez à l'intérieur du ZEM, c'est tout ce qu'il aurait utilisé de 2009 à 2059. Sauf le maquillage, bien sûr. Il y a un maquillage. Et les miroirs là, l'artiste dit que c'est ça qui lui a permis de se projeter, de voir dans un futur lointain. C'est bon? On peut continuer. Ces peintures de scène sont réalisées par Sofia Agria, c'est une dame, elle est portugaise. Sofia Agria, elle vient ici en résidence avec son mari Thomas Colasso, ici à la Fondation du Soudan. Certains visiteurs ont eu la chance de les voir en train de travailler. Le titre c'est I like insects like me. Tout le monde comprend l'anglais? Oui ou non? Chez les Yoruba, quand ils veulent passer un message, ils font sortir le délégué. Et le message qu'ils veulent passer, c'est ça qu'on se directement sur la tête du délégué. C'est bon? Alors le délégué donne sur la place publique les événements marquants de la communauté. Ce masque nous parle de la mort, c'est pour cela qu'on l'a installé dans la salle noire. C'est fait avec du bois, monocycle jusqu'au poubelle. C'est en une seule pièce. L'artiste l'a réalisé dans le même morceau, dans le même computer. C'est bon. La maison l'appelle Kifu Idosu, également il est bénévole. Il est bon. C'est bon? Oui. Voilà. Et surtout ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le pays d'origine de l'artiste afin de placer la plaquette. On peut y aller. Bon. Me toucher. Le Bénin c'est là. Attends, mon blême. La carte du Bénin c'est où? Bravo. Bon, là c'est même dans la fin. Vous voulez encore essayer? Et on continue. Et c'est toi ce qui l'a dit? Bravo, quelqu'un d'autre. Je peux voir. Oui. Il est béninois, bravo. Oui. C'est bon, c'est bon. C'est une école. D'abord, je vous présente mes félicitations parce que vous n'êtes pas n'importe qui dans ce Bénin. Vous êtes les meilleurs de vos catégories différentes. Que le Seigneur protège ce succès et le multiplie à l'infini.
Donc vous êtes ici au musée international Avima Djessi. On ne va plus tellement vous retarder parce que nous sommes en fin de journée, donc il y a le froid et puis la fatigue. Je ne vous montrerai que certaines choses. Je vous présente Gilles et Marie-Josée qui sont des étudiants et qui sont des guides ici. Je ne vous montrerai sur cette façade qu'une seule chose, la panthère qui est en haut. Mythologie locale avec la princesse Aligono, fille du roi de Tado, qui aura été enceintée par cette panthère. Et oui, voilà, une panthère qui est enceinte. Je suis très content de votre... Donc, une panthère qui est enceinte, vous voyez, c'est la mythologie, c'est-à-dire les légendes des peuples. C'est les légendes des peuples. Donc, l'enfant qui est issu de cette relation s'appelle le prince Agassou. Donc, Agassou qui est le premier ancêtre des royaumes d'Abomey, d'Alada et de Porte-Novo. Il y a plein d'autres choses sur la facette, mais non, sur la façade extérieure, mais non, on va directement à l'intérieur. Montrez ça. Vous voyez? Il y a une main qui porte quoi? Un bracelet. C'est donc la sagesse fond qui signifie que la main portera le bracelet que le destin voudra. Qui peut me traduire ça en fond? C'est trop Gandéo. Ce sera un souvenir qui voudra. Tout est à toi maintenant. Tout le monde rentre parce qu'il y a quand même des choses à voir. Je vous en prie. De la colonisation jusqu'à ce jour, vous reconnaissez certains billets et il y a d'autres que vous ne reconnaissez pas. Est-ce que tout le monde peut rentrer? Il ne faut pas que des gens... Non, l'éminent. Le 100 francs, ils appellent ça comment 100 francs? Piedien. Et aujourd'hui, ce n'est plus un billet, c'est une pièce, non? Eh bien, voilà le tout premier billet qui a donné ce nom. Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est pas rouge? Oui. Donc, moi, j'avoue que je ne connais pas tous ces billets, mais celui-ci, je l'ai connu quand j'ai reçu le PC en 1975. C'est ça qu'on m'a donné et j'ai dansé toute la journée. Maintenant, il faut aussi quelqu'un vous donne 100 francs, je crois que. Effectivement, c'est au 14e siècle avant Jésus-Christ. Dans l'histoire d'Égypte, il y a une seule dame qui a été pharaon, et par usurpation, c'est, je crois, Toutmos III. C'est toute une histoire, on ne va pas en parler. Voilà Néfertiti. Elle a épousé à la fois le père Aménophis III et Aménophis IV qui est Akhenaton. Bon. La divinité égyptienne de la justice, la divinité Mat, ça c'est Anubis, la divinité égyptienne de l'au-delà. Lorsque quelqu'un meurt, puisque nous ne connaissons rien de l'au-delà, c'est lui qui s'occupe de notre transfert dans l'au-delà, qu'on soit prison ou bien... Ah oui, je suis très content, c'est la Sainte.